Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors on ne l'arrêtait plus, il était le phénomène politique de cette rentrée, l'homme sorti du petit écran pour y retourner dans un nouveau rôle. La sortie de son livre, La France n'a pas dit son dernier mot, avait débouché sur une tournée digne d'une rockstar, une tournée littéraire qui avait pris un air de campagne présidentielle. Et malgré d'innombrables tentatives de déstabilisation, l'ascension d'Éric Z paraissait irrésistible. Les sondages montaient, et on se demandait où allait s'arrêter le Z. Et depuis 2 semaines, la magie semble ne plus opérer. Z comme Zorro est en passe de devenir Z le maudit. C'est ça, Juliette? Ouais, les sondages à risque qu'il annonçait à 19%, c'est au second tour en octobre. On fait suite à des sondages Opinionway qu'il donnait à 12% derrière Marine Le Pen. Donc on peut se poser la question, y a-t-il une baisse de dynamique? Alors certes, la campagne est encore longue, mais force est de constater que la dynamique marque le pas. Vous savez, c'est Jacques Chirac qui disait les emmerdes, ça vole en escadrille. Alors effectivement, là, son soutien financier, Charles Gave, se retire. Son soutien politique, Philippe Devier, ne sera pas au zénith. Son sparring partner intellectuel, Michel Onfray, ne va pas rallier sa cause. Alors le Z va-t-il retomber aussi vite qu'il est monté? Qu'est-ce qu'en disent les réseaux, Juliette? Ouais, ça parle pas mal, mais c'est voilà, on a par exemple Kézine Bossuet qui sur Twitter dit qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Certains disent qu'Éric Zemmour est en train de s'effondrer. C'est faux. La dynamique est toujours bien réelle. Par contre, il faut qu'il soigne sa communication et qu'il cesse de trop cliver, voire de blesser. Il éloigne bêtement des gens qui auraient pu le rallier. En tout cas, le principal intéressé, lui, n'a pas l'air de trop s'inquiéter. On va l'écouter. Les semaines se suivent, ne se ressemblent pas forcément. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on allait être à 70% dans les sondages? À monter à 1% par jour? Et même les sondages, d'ailleurs, c'est beaucoup plus relatif que ça. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'Éric Zemmour reste à flot. Il a toujours du succès. Ses tweets, ses marches d'enfer. Hein. Je crois que ça reste le deuxième personnage sur les réseaux après le président. Et ça reste le deuxième personnage après une montée fulgurante. Le deuxième personnage politique. Quelques mois, voilà, politique. C'est le deuxième personnage dont on parle le plus après le président de la République, Emmanuel Macron. Donc ça va. On ne sait pas si c'est une perte de vitesse, un stand-by, un contretemps. Que se passe-t-il avec la candidature Zemmour? A-t-il des lacunes de communication surtout? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors on va parler de ça avec notre invité. Et avant de vous le présenter, juste dire que je partage, Juliette, avec Éric Zemmour, l'amour de Chateaubriand. Mais je crois qu'il ferait bien de le relire parce que son discours politique, je le trouve, moi, à titre personnel, un peu scrogneux, quoi. Et qu'est-ce que dit Chateaubriand? Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il dit « On doit mener les Français à la réalité par les songes ». En clair, il faut aussi vendre du rêve pour donner aux Français le courage de sortir du cauchemar. Ça s'appelle l'espoir. Alors, nous n'avons pas Chateaubriand avec nous ce matin, mais on a un écrivain tout de même et un esprit français très délié, très original, un influenceur, Majid Oukacha. Soyez le bienvenu. Vous avez fait le plaisir de venir sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour. Merci, bonjour. Je crois que vous détestez pas Éric Zemmour, vous lui trouvez même pas mal de qualités et pourtant vous vous appelez Majid. S'il n'y a pas un bug? Non, je pense qu'il a des qualités et des défauts, mais c'est pas du tout incompatible. Y compris les prénoms, ça vous pose pas trop de problèmes cette affaire de prénoms? Je pense que stratégiquement, c'est pas forcément. En fait, Éric Zemmour est un bon orateur, il s'exprime très bien. Et pourtant, je trouve que sur certains sujets, comme l'histoire des prénoms, il y a une forme de simplisme et d'imprécision. Par exemple, cette histoire de prénom, je trouve pas que ce soit l'alpha et l'oméga quand on prend le top 20 des problèmes des Français, je pense que l'histoire des prénoms n'arrive pas au top 1. C'est très, très secondaire, effectivement. Top 5. Et d'ailleurs, ironiquement, je pense que le public d'Éric Zemmour, qui est constitué plutôt de gens de droite et de nationalistes, et si Éric Zemmour, qui voulait que 100% des Français actuels qui sont nés ou sont naturalisés continuent d'avoir un prénom du calendrier grégorien, et ben ironiquement, ces Français-là ne pourraient pas soupçonner une surreprésentation de certaines immigrations dans certains types de crimes et délits, et dans la France à feu et à sang qu'on a chaque semaine, en France, il n'y aurait pas des articles qui diraient que Walid et Rachid ont violé telle jeune femme qui a loupé son bus de nuit dans telle cité, mais il y aurait Jean et Jacques ont violé cette jeune femme. Du calendrier. Donc ironiquement, en fait, derrière les prénoms, il y a un background culturel et migratoire qu'on peut soupçonner, et si effectivement cette mesure que
plébiscite Éric Zemmour, qui par ailleurs peut aussi vexer certains Français, je pense. Est-ce que vous, ça vous blesse en Non, tant que absolument magistrat? pas. Vous sentez pas un Français à part entière, et pourtant vous appelez moi magie. j'ai le recul pour estimer même que c'est une mesure qui se défend, mais je pense qu'il y a énormément de Français qui ont une histoire avec l'immigration. Soit ils ont une épouse d'origine immigrée, soit ils ont un meilleur ami qui a un prénom étranger, régional, basque, corse, ou je sais pas, polonais, italien, etc. Et je pense que ça doit vexer pas mal de gens, parce que c'est vrai que je reprends ce que je disais, c'est-à-dire Éric Zemmour a quelques slogans grandiloquents, mais parfois il les exprime avec simplisme et imprécision. Et le fait de dire qu'un prénom étranger, c'est un signe de manque d'intégration, personne ne choisit son prénom, mais en réalité, plein de Français sans doute qui ont un prénom exotique par rapport au calendrier grégorien se diraient en fait Éric Zemmour est en train de dire que mes parents ne sont pas intégrés, ou il est en train de sous-entendre que mon épouse avec un prénom étranger ou d'origine étrangère n'est pas intégrée. Et je pense que ça peut peut-être vexer des gens. Peut-être que même, je crois même que cette mesure que préconise Éric Zemmour, il l'a peut-être dit de façon tellement imprécise que plein de gens doivent penser que c'est éventuellement un concept rétroactif. Oui, c'est ça. En 2022, voilà, tout le monde change de prénom. Voilà, Oui, exactement. Alors qu'en réalité, je pense qu'il parle éventuellement des futures naissances et Oui, futures mais nationalités. évidemment, bien sûr. La loi n'est pas rétroactive. De plus là, une pratique assez usuelle, c'était d'avoir un premier prénom, disons, du calendrier, et un second prénom qui pouvait renvoyer à des origines notamment religieuses différentes. Mais lui, j'ai l'impression, dans ses interventions médiatiques, il exprime souvent, je vous dis, des slogans. Et c'est ça le pire, c'est que c'est un excellent orateur, mais parfois avec un tel simplisme. Je vous donne un autre exemple, mais il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est le simplisme qui le caractérise. Il est quand même assez sophistiqué dans sa réflexion. C'est plutôt dans les mesures qu'il est brutal. Il doit comprendre quel est le jeu médiatique. Il doit comprendre que derrière, on fait des résumés, des raccourcis, on coupe les petites phrases et on les ressort à l'infini. Ça, il sait faire. Et bien justement, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je l'entends dire, pour paraphraser Georges Marchais, il dit qu'il faut arrêter l'immigration illégale et légale. Ça a l'air bête, mais encore une fois, il y a peut-être plein de Français, je ne sais pas, un pourcentage non négligeable, qui vont se dire, mais attendez, mais si Zemmour, il gagne en 2022, dans la foulée, l'équipe du PSG se vide de toutes ses stars. Si un Français se dit, attendez, j'ai prévu d'étudier 3 ans au Canada, si je tombe amoureux d'une femme là-bas, j'ai épousé une Australienne, elle va je ne pourrai jamais la ramener ici, même si elle est millionnaire, indépendante financièrement, qu'elle n'a pas prévu de faire la queue à la CAF et qu'elle est autosuffisante. Même et si c'est la fille de l'émir du Qatar, je trouve que c'est voilà, il exprime souvent des slogans manque de précision, alors parce qu'on sait très bien que c'est pas exactement ce qu'il veut dire, mais il faut qu'il l'explique. Vous pensez qu'il manque de pédagogie? Je pense qu'il a envie de punchline très simpliste, très direct, et encore une fois, il a la subtilité lexicale. C'est un excellent orateur, mais malheureusement, il en ressort parfois des mesures qu'il propose et qui, ironiquement, peuvent faire naître des inquiétudes chez les gens, alors que de base, voilà, il n'en est rien. Est-ce que vous diriez que finalement, il y a certaines de ces positions qui pourraient le rendre finalement assez sympathique à des gens, à des Français qui ont un background, qui est un background, disons, musulman, et qu'il aurait pu se les mettre dans la poche assez facilement? Est-ce que c'est vrai ça, ou c'est un peu forcé le trait? En fait, Éric Zemmour, si vous voulez, le phénomène Éric Zemmour, il a une spécificité qui pouvait que advenir, et malheureusement, je crois qu'il a le contre-coup de divers effets. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut être réaliste, et vous le savez, vous qui avez l'habitude des médias, il y a eu un effet de surexposition médiatique à la fin de l'été, du phénomène Zemmour. Et en fait, cet effet, maintenant, on en est à la fin. À un moment donné, on le voyait matin, midi et soir dans les plus grandes émissions, et donc la fin de ça, et ça prouve d'ailleurs une corrélation entre les sondages et l'écho médiatique qu'ont les gens. À côté de ça, il a aussi bénéficié d'une situation sur le spectre politique. C'est à la fois une gauchisation croissante, au moins jusqu'au début de sa campagne de pré-candidat, une gauchisation croissante du spectre politique, que ce soit par les grandes figures de gauche qui sont dans le déni et l'évitement de tous les plus grands sujets de prédilection de Zemmour, à savoir l'islam, l'immigration légale et illégale et la sécurité. Eux, ils sont partis très 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 loin. On les a un peu perdus. Il y a plus de son, plus ils sont dans le déni et l'évitement. Là, on est arrivé à une situation, et je pense que je vous suis. Il les a bien remis sur le terrain quand même. Il les a forcés à s'exprimer. Vous avez vu la sortie d'Arnaud Montebourg, par exemple, sur les transferts d'argent. Exactement. Et ça prouve d'ailleurs que la stratégie des plus grandes figures de la gauche d'ignorer ces sujets, d'être dans le déni et l'évitement, est légitime, puisqu'il a fallu effectivement une seule phrase d'Arnaud Montebourg et sa remontada est devenue une terminada. Et à côté de ça, vous aviez Marine Le Pen qui était plutôt dans un calcul plutôt sensé, on peut le comprendre. C'était de se dire, en fait, jusqu'à la pré-candidature de Zemmour, c'était de se dire, elle était assurée par plein de sondages d'être
au second tour face à Emmanuel Macron et elle se disait mais pourquoi je vais parler de ces sujets si clivants et tumultueux que sont l'immigration et l'islam? Il suffirait juste d'attendre d'être dans ce fameux second tour face à Macron et alors elle serait la candidate du barrage, du dégagisme de Macron. Et d'ailleurs, ironiquement, c'est une formule que je dis souvent, si jamais Emmanuel Macron doit se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, le plus à droite des deux, c'est Marine Le Pen, mais le plus à gauche des deux, c'est aussi Marine Le Pen. Et dans l'ère des radicalités dans laquelle on est actuellement, oui, il y a un autre en même temps. Les gens maintenant, c'est terminé le en même temps-isme. Maintenant, les gens, pour plein de sujets, que ce soit l'Europe, l'immigration, le nucléaire, tout ce que vous voulez, ils sont dans des opinions complètement radicales. Voilà. Et effectivement, Zemmour accuse le contre-coup du fait que du coup, LR et Marine Le Pen recommencent une espèce de surenchère sur ces idées droitières. À la fois, Zemmour, effectivement, a un petit peu disparu des médias. Et tout le monde, enfin, pour terminer, il y a une espèce de coalisation tacite de tout le spectre politique qui a intérêt, en fait, à la disparition de Zemmour. À la fois, vous avez les gens de gauche qui sont, je vous ai dit, dans le déni et l'évitement de tous les plus grands sujets. Et je vous ai déjà vu plusieurs fois dans les médias, d'ailleurs. C'est très intéressant quand on écoute les grandes figures médiatiques dans les médias. Quand ils sont interrogés, par exemple, sur, disons, je sais pas moi, sur la fraude sociale, ils évitent le sujet et répondent fraude fiscale. Quand on les interroge sur, par exemple, disons... C'est la stratégie de l'esquive, quoi. Voilà, les prolétaires qui souffrent de la délinquance, ils dévictimisent les délinquants et ils en parlent comme des victimes d'un État qui leur donnerait pas suffisamment de loisirs. Ils ne sautent plus l'obstacle, ils le contournent. Et d'emploi, quand on leur parle de terrorisme djihadiste, parfois, il y a beaucoup de figures de gauche, ça s'est vu encore récemment, qui passe plus de temps à critiquer l'extrême droite qui dénoncerait le terroriste qu'à dénoncer le terroriste lui-même. Donc voilà, c'est toutes ces raisons effectivement qui font que le phénomène Zemmour commence à... Vous vous sentez représenté, vous, Majid, par une offre politique, quelle qu'elle soit aujourd'hui, actuelle? Alors, même si je n'ai jamais voté, j'ai l'impression, moi, d'avoir des... Vous n'avez jamais voté? Non, et je fais partie des non-votants, mais j'ai l'impression d'avoir des idéaux de gauche qui sont accomplissables par des méthodes de droite. On va s'arrêter là, parce que ça, c'est, à mon avis, une piste très intéressante à creuser. Juste après, vous êtes un influenceur qui compte, Majid Oukacha. Certains vous comparent d'ailleurs à Zineb El Razoui. Vous avez la dent dure notamment contre l'islam de vos origines. On va d'ailleurs se demander si Mahomet se serait fait bannir sur Twitter. On va vous poser cette question et bien d'autres. Et on va revenir aussi sur votre positionnement politique. C'est juste après. D'accord. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors, le prophète de l'islam Mahomet aurait-il été banni sur Twitter? On va en parler. Cancel, avec Majid Oukacha. Vous êtes influenceur et auteur. Vous avez écrit notamment 2 bouquins, je trouve vraiment bons. Il était une fois l'islam, un essai original qui ne cherche pas à prouver que les lois du Coran sont bonnes ou mauvaises, mais à montrer que les lois du Coran sont inapplicables. Et puis, un roman policier, nul n'est censé ignorer la loi de la jungle. Il n'y a pas de rapport entre les deux, Majid, entre vos 2 textes? Je le montre, je l'ai ici, le roman. On le montre. Alors en réalité, le livre que j'ai publié, c'est le cœur même de ma chaîne YouTube, puisque sur ma chaîne YouTube... Le premier, il était une fois l'islam. Voilà, c'est ça, puisque sur ma chaîne YouTube, ce que je fais essentiellement, c'est que je fais des vidéos de démonstration critique sur l'islam. J'essaie de prouver la dangerosité de l'islam, mais aussi, sa fallaciosité, entre guillemets, pardon pour le néologisme, d'un point de vue scientifique, et effectivement que c'est une religion inapplicable, indigente, et voilà. Et ce roman-là, en fait, en réalité, j'avais écrit un scénario de film il y a très longtemps à la fin du lycée, et vu que j'ai pratiquement 100 000 abonnés maintenant sur YouTube et une grosse exposition, je me suis dit pourquoi pas le mettre sous forme de roman. Donc effectivement, c'est un roman policier, ça diversifie un petit peu mon activité littéraire. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et 16 millions de vues vous cumulez. Donc c'est une grosse chaîne YouTube. J'ai parlé un peu à vos fans sur Twitter, vous avez une belle communauté. On va écouter un petit extrait justement d'une de vos vidéos YouTube. Obligation de faire la salade 5 fois par jour du matin au soir, obligation de se voiler pour les femmes, obligation de sacrifier la viande nécessairement égorgée selon le rite halal avant de pouvoir la manger, obligation de faire le ramadan, soit c'est des interdits. Interdiction pour des amoureux célibataires de faire l'amour en dehors du mariage, interdiction pour une personne musulmane de se marier avec une personne non musulmane, interdiction de croire en une autre divinité qu'Allah sous peine de mort et d'enfer éternel, interdiction de consommer du porc et du vin, et justement si on ajoute aux interdits et obligations formulés par Allah dans le Coran, les interdits et obligations issus des milliers de hadiths citant des propos du prophète Mohammed, tout degré de recevabilité confondu, qu'on y croit ou non, on comprend alors pourquoi les sociétés des pays islamiques sont prisonnières d'autant d'interdits et de tabous en comparaison avec le reste du monde.
Et alors là, vous vous attaquez au texte, et après tout, c'est votre droit le plus strict, et votre travail est un travail, je dois dire, vraiment assez fouillé et vraiment intéressant. Il y a un côté un peu l'islam pour les nuls, si vous connaissez pas du tout, ça vous introduit effectivement dans pas mal de méandres de cette religion qui est très légale, avec beaucoup d'interdits, vous l'expliquez bien. Mais en fait, vous vous positionnez carrément dans une confusion totale entre islam et islamisme, entre une application vraiment complètement littérale de la religion, et puis cette religion, parce que cette religion, on va vous objecter que dans le judaïsme, il y a 1001 règles aussi qui sont un peu délirantes. Vous voyez, on lapide pas les femmes chez les juifs. Donc en réalité, toutes ces règles dans le judaïsme, elles ne sont pas appliquées à la lettre. Est-ce qu'il n'en est pas de même dans l'islam ? Déjà, je trouve ça très intéressant dans ce paradigme voulant que on pourrait reprocher à quelqu'un sa lecture littérale d'un texte, du texte sacré, parce que après tout, la façon de se comporter des Français en France est le reflet de la lecture littérale de nos lois, et de la même façon, la comparaison entre l'islam et le judaïsme et le christianisme a ses limites, que dans le Coran, la légende veut que du début à la fin, de la première à la dernière phrase, ce soit la parole de Dieu lui-même qui parle. Et le souci également pour les musulmans, c'est que, je le confirme effectivement, l'islam est islamiste par essence, au sens où c'est une religion politique. Si l'islam se contentait d'avoir des lois comportementales, d'interdits et d'obligations, mais purement individuel, on pourrait dire que c'est une religion, et après tout, ça regarde les musulmans de se priver de manger de porc ou de prier 5 fois par jour en direction de la Mecque. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de lois, d'obligations et d'interdits et de châtiments corporels dans le Coran qui invitent les musulmans à se punir entre eux et à se limiter entre eux dans leur comportement. Et là, du coup, ça devient éminemment politique. Par exemple, je vous donne deux exemples de lois. Sourate 5, verset 38, Allah dit que le voleur et la voleuse, il faut leur couper la main. Et puis, Sourate 4, verset 34, Allah dit que les épouses doivent obéissance à leur mari, et qu'en cas de désobéissance, les maris musulmans peuvent les frapper. Et ben voilà, je suis désolé, mais à partir de là, c'est une religion éminemment politique. Oui, bien sûr, mais alors loin de moi l'idée de vous reprocher de faire une lecture littérale, mais juste de souligner que cette lecture littérale est en quelque sorte en miroir par rapport à ceux qu'on appelle les islamistes. C'est vraiment une galaxie très très large avec différentes écoles, etc. Mais grosso modo, des gens qui disent effectivement, c'est de la première à la dernière sourate, une révélation divine, et donc il s'agit d'appliquer à la lettre. Mais honnêtement, est-ce que vous connaissez pas des musulmans qui se disent croyants et qui n'appliquent pas à la lettre ? Est-ce que vous en connaissez ou pas ? Oui, donc c'est possible. J'en connais, mais encore une fois, mon travail, c'est pas une critique des musulmans, c'est une critique vraiment du fond, du de texte. de ce véritable islam. C'est-à-dire que s'il y a des musulmans qui sont pacifistes, et ils sont majoritairement pacifistes, c'est très bien, mais le véritable islam fondamentalement est une religion qui contredit les idéaux français. C'est une religion liberticide, c'est une religion violente. C'est ça que en fait, la démonstration, c'est si on applique ça à la lettre, eh bien, on est absolument contre la République française. Oui, voilà, c'est ça. Alors, y a vous savez, on parle souvent de multiculturalisme, et moi, je dis souvent, l'essentiel pour qu'une société tienne bien, c'est l'hétérogénéité culturelle. J'ai pas dit l'uniformité, mais l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cultures différentes, mais qui s'entendent bien. Or, la culture islamique et le fond légal islamique, notamment dans nos sociétés occidentales, contredit clairement la plupart de nos idéaux. C'est la criminalisation de la liberté de penser, c'est contraire à nos mœurs et à nos valeurs. Le fait que les épouses musulmanes, c'est dans le Coran, vraiment, sourate 60, verset 10, n'ont pas le droit les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'épouser un non-musulman, ça participe d'une espèce d'endogamie communautariste et de séparatisme. Voilà, donc c'est Il y a une volonté de ne pas voir ça, finalement de couvrir un peu cette radicalité d'origine du texte. Par qui ? Dans les sociétés occidentales en général et en France en particulier ? Alors oui, je dirais, la majorité des musulmans qui sont tiraillés entre leur attrait pour les valeurs morales occidentales et on voit qu'ils sentent pour beaucoup clairement une différence avec le fond juridique du Coran qui est le total contraire, et ça leur crée une espèce de schizophrénie, et aussi par des politiciens, tout le spectre politique de la droite à la gauche d'une manière générale, parce que on a des millions de musulmans en France, et c'est vrai que c'est peut-être difficile pour beaucoup de politiciens de gauche, au-delà effectivement du risque de diabolisation médiatique, à oser dire une phrase qui serait entre guillemets dérapage, et également le fait de dire à la société française entière, écoutez, il y a 10 millions de gens
qui adule un Dieu hyper dangereux et qui se tourne vers une religion qui est violente, liberticide et donc qui est dangereuse pour la République française. Justement, est-ce que vous avez créé cette chaîne finalement pour aider des gens à apostasier? C'est un peu une critique que vous font les musulmans, je vois sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites Est-ce que vous faites du prosélytisme apostasien? Est-ce que vous faites ça pour vous? Est-ce que en fait vous en faites un combat politique aussi finalement de cette apostasie? Et c'est un peu ce qu'on vous reproche. Vous voyez, un peu comme les bouffeurs de curés qui deviennent des partisans d'une religion laïque. Est-ce que vous avez la religion de l'apostasie? Exactement. Alors, je me prétends pas bouffeur d'imam. Ce que je peux dire, c'est que je comprends bien la spécificité de mon travail et l'influence que je peux avoir. Et avant de commencer ma chaîne YouTube, j'avais remarqué qu'il y avait une espèce de vide sur la scène politico-médiatique d'Internet, et qu'en fait j'avais compris qu'il y avait une grande part de Français qui avaient un flair sociologique et intellectuel de ne pas aimer l'islam, de comprendre que l'islam était un danger pour la France, et il manquait peut-être d'arguments pour pouvoir l'expliquer, d'arguments intellectuels, d'arguments de fond. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, j'en ai plus d'une centaine sur ma chaîne YouTube pour 136. Voilà, pour prouver que l'islam effectivement reconnaît et valide l'esclavage selon le Coran, que l'islam est bien une religion misogyne, que l'islam prône bien la violence, que l'islam est bien intolérant envers la liberté de conscience. C'est important pour vous d'aider des gens qui ont des doutes à la fois, effectivement, à faire la transition. Je sais qu'il y a une partie de mon public qui est constituée de musulmans qui du coup peuvent remettre... Est-ce que vous savez qui est votre public? Qui sont les gens qui vous écoutent? Il y a de tout, c'est-à-dire il y a à la fois des gens de droite qui est nationaliste d'une manière générale, voilà, qui ont besoin d'arguments précis, intellectuels pour pouvoir avoir une discussion critique de fond sur l'islam. À la fois il y a des gens de gauche aussi qui me suivent, je suis suivi vraiment par tout le monde, qui ont une curiosité et puis veulent voilà, des informations. Et un autre point de vue tout simplement sur l'islam, je dis ça parce que par exemple, après chaque attentat depuis 2015, j'ai l'impression que dans les médias, on n'invite que des islamologues musulmans ou des imams pour les interroger après chaque attentat terroriste djihadiste. C'est évident qu'ils vont forcément avoir une espèce d'unanimité pour défendre l'islam. Et du coup, un point de vue comme le mien, on l'entend rarement. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, je la trouve utile. Et enfin, j'ai beaucoup de musulmans effectivement qui suivent ma chaîne YouTube. Il y en a une partie qui effectivement me critique sous mes vidéos et puis m'explique pourquoi, et je suis tout à fait ouvert à la critique. Et puis il y a aussi une partie qui est un petit peu contente, ils me le disent des fois discrètement, ils sont contents d'avoir un autre point de vue sur leur religion. Certains en arrivent à apostasier leur religion parce qu'effectivement c'est le cumul de toutes mes vidéos, quoi. C'est vrai que si vous avez une discussion d'un quart d'heure avec un musulman et que vous lui présentez un seul verset, il peut avoir du mal à douter, il peut se dire il y a sûrement une explication, mais au bout d'une centaine de vidéos que je produis, quand il les regarde toutes les unes à la suite des autres et qu'il cumule un certain nombre de questionnements et de doutes, ça devient... Je trouve que votre travail est vraiment non seulement courageux mais intelligent, parce que vous en prenez pas aux gens, vous en prenez aux textes, vous en prenez aux dogmes, vous les déconstruisez. Alors on n'arrête pas de parler de la déconstruction de la cancel culture, on a l'impression qu'elle concerne tout sauf le Coran, parce que là c'est hyper sacré, il faut pas toucher, etc. C'est partie des vaches sacrées finalement. Mais ce que je voudrais bien comprendre avec vous, c'est que est-ce que vous comprenez tout de même que pour quelqu'un qui a grandi dans une religion, la religion de ses pères, comme on dit, la manière dont il enterre ses morts, la manière dont il va se marier, la manière dont, etc., tous ces rites de la vie, c'est quelque chose de finalement extrêmement intime. Et donc d'ailleurs c'est un peu le reproche qu'on veut faire à Zemmour, c'est de ne pas comprendre l'écho que ça peut avoir, y compris chez des musulmans qui pourraient avoir déjà une grande distance vis-à-vis de ce texte. En fait, moi, comme je vous dis, j'essaie de faire une critique intellectuelle de fond sur les textes sacrés islamiques, et il faut comprendre que si on revient sur le sujet Zemmour tape dur sur l'islam parce que, en fait, déjà, on peut lui reconnaître une espèce de cohérence depuis ces 20 dernières années, notamment sur ce sujet-là, et il a vraiment des points forts à mettre en avant, notamment celui-là. D'abord, Zemmour, il a quand même une... Mais il ferait pas bien, d'après vous, pardon de vous couper, de distinguer les musulmans et l'islam? Mais c'est ce qu'il fait. Je crois que c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire... Ça s'entend pas des masses. Il l'a dit à plusieurs reprises. Honnêtement, je crois qu'il fait bien la dissociation. Et en fait, vous dissociez bien, en tout cas. Et je pense que Zemmour, c'est parmi ses points forts. Zemmour a plusieurs points forts. D'abord, il faut se dire une chose, c'est qu'en fait, il y a un LR, si on revient sur le sujet d'avant, je m'excuse de façon un peu indirecte, qui n'a pas de leader naturel depuis quelques années maintenant. Et Marine Le Pen, qui en prévision d'un second tour face à Macron qui lui était assuré, s'est assagie sur le sujet, effectivement,
effectivement de l'immigration et de l'islam. Donc du coup, Zemmour tape dur sur ces points forts que sont l'immigration légale et illégale, l'insécurité et l'islam. À côté de ça, il est aussi une espèce de chaînon manquant darwinien capable de réunir des voix divisées. Et je conseille à tous ceux qui nous entendent d'aller retrouver vos vidéos sur YouTube. Merci infiniment, cher Majid Boukacha. Merci pour votre invitation. On va parler auto, alors tout autre sujet. On va parler auto comme tous les samedis avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. On va voir qui veut la peau du GPL. On va parler aussi de pneus hiver, hein, c'est presque la neige, on va voir. Et puis on va parler de vitesse. Et tout ça le plus rapidement possible. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.